Peut-être vous a-t-on déjà enseigné que toute la matière dans l'univers était comme un jeu de blocs Lego. C'est-à-dire qu'à la base de tout se trouvent des briques fondamentales que l'on appelle les atomes. Ces atomes sont eux-mêmes composés d'autres briques encore plus fondamentales, soit les neutrons, les protons et les électrons. Cependant, avec l'avènement de la physique des particules et de la physique nucléaire, on s'est rendu compte que ces unités à la base de toute matière pouvaient encore être divisibles en d'autres particules. Et c'est ce que nous allons voir dans la présente capsule. En physique des particules, le modèle standard est une équation mathématique qui décrit le monde microscopique. Cette équation mathématique comprend les interactions entre les particules, c'est-à-dire les forces, et les particules elles-mêmes. Cependant, le modèle standard est écrit dans un langage mathématique que l'on appelle le lagrangien, et je dois vous avouer que j'ai aucune connaissance en ce langage mathématique et que c'est sans doute hors de ma portée dans le moment, mais je vous laisse juger par vous-même. Heureusement, les équations mathématiques ont souvent un sens physique qui nous permet de donner des images plus claires de ce qui nous entoure, c'est-à-dire, dans le cas présent, qu'on peut faire un tableau qui regroupe autant les particules et les interactions qui les unissent. Comme il est possible de l'observer sur l'image très chargée qui vient de passer à l'écran, il est possible de classer les particules en différentes catégories, soit les fermions, les hadrons et les bosons. Ces diverses catégories, évidemment, en comportent de nouvelles, mais on va élaborer chacune d'entre elles avant d'aller un peu plus loin. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de neutrons et de protons en tant que particules fondamentales de la matière. Cependant, le modèle standard nous dit plutôt que les vraies particules fondamentales de la matière se situent dans les fermions, qui comportent les leptons et les quarks. Parmi les leptons, on retrouve des particules un peu plus connues, soit l'électron, donc notre électron de tout à l'heure était en fait une particule fondamentale, et associé à cette particule chargée se trouve un neutrino. Il existe trois paires semblables, soit l'électron avec son neutrino, le muon avec le neutrino muonique, et le tau ou tauon avec son neutrino tauonique. En ce qui concerne les quarks, on va plutôt retrouver 6 particules bien distinctes, soit le quark up, down, strange, charm, top et bottom. Évidemment, ce sont des anglicismes qui sont utilisés ici, mais en physique des particules, c'est généralement le nom qu'on leur attribue, parce qu'en français, ça donne plutôt haut, bas, étrange, charme, vérité et beauté. Mais là, je vous entends déjà me dire, oui, mais Xavier, ce sont des fermions, mais on les classe quand même dans des catégories différentes. Pourquoi? Eh bien, je m'en viens avec la réponse, mais avant, je dois vous parler de ce qu'est une force. Vous avez sans doute déjà une certaine idée de ce qu'est une force parce que vous en avez déjà ressenti les effets auparavant. Je n'ai qu'à nommer la fameuse gravité. Mais vous devez savoir que dans l'univers qui nous entoure, les physiciens ont trouvé 4 forces fondamentales, soit la gravité, la force électromagnétique et 2 autres forces méconnues, disons, de la population en général, puisqu'elle n'est pas enseignée au secondaire ni au collégial, l'interaction forte et l'interaction faible, qui sont 2 forces qui agissent au niveau atomique. Mais concrètement, c'est quoi une force? Simplement, une force est ce qui permet à plusieurs objets d'interagir entre eux. Si je reprends mon exemple de la craie, si je la laisse tomber, elle va être attirée par la Terre, mais la Terre va aussi être attirée par la craie, puisque la gravité est une force caractéristique des objets qui ont une masse. On explique habituellement la communication entre les objets par la notion de champ, soit un vaste étendu qui émane à partir de l'objet en question et qui, évidemment, va comprendre l'autre objet de l'interaction. Si par exemple je prends 2 aimants, je sais très bien qu'il y a une force entre les deux, mais je ne peux pas voir par quel moyen ils communiquent. Et c'est dans ces situations-là qu'on utilise la notion de champ. Et habituellement, on sait que c'est plutôt plausible à cause des lignes de champ qu'on peut représenter par de la limaille de fer entourant un aimant. Malheureusement, bien que ce soit une façon très pratique de représenter les forces,
on s'est rendu compte avec l'avènement de la mécanique quantique et de la physique des particules que la communication entre les objets se faisait plutôt par d'autres particules. Oui, mais attends un peu, Xavier, es-tu en train de me dire qu'au fond, une force, c'est un échange de particules entre des particules? Oui, et ce sont ces particules que l'on appelle les bosons. C'est-à-dire que les bosons sont en fait les particules qui sont médiatrices de force ou porteuses de force. Donc, lorsque, par exemple, j'ai deux électrons, un à côté de l'autre, qui se repoussent, eh bien, je sais qu'il y a échange de bosons entre les deux, et dans ce cas-ci, le boson sera en fait un photon. Pour les forces autres que la force électromagnétique, ce n'est pas le photon qui fait les interactions, mais bien les gluons, dans le cas de l'interaction forte, et les bosons W plus ou moins et Z pour l'interaction faible, ainsi que le graviton pour la gravité. C'est important de noter que le graviton est encore une particule hypothétique, c'est-à-dire que même s'il fait partie du modèle standard, il n'a pas encore été observé jusqu'à ce jour. Maintenant que l'on comprend mieux ce qu'est une force, on est en mesure de comprendre pourquoi il existe une distinction dans les fermions, c'est-à-dire pourquoi il existe des leptons et des quarks. En fait, la réponse est toute simple, c'est que les leptons ne peuvent interagir avec les gluons, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être soumis à la force forte ou à la force d'interaction forte. Les quarks, eux, peuvent interagir avec les gluons, c'est-à-dire qu'ils peuvent être soumis à l'interaction forte. Mais l'effet de l'interaction forte, c'est tout simplement qu'il permet de lier diverses particules entre elles. Dans le cas des quarks, c'est-à-dire qu'on peut faire divers agencements de quarks, et ça mène à ce qu'on appelle des hadrons. Les hadrons sont donc des agencements de quarks qui peuvent être divisés en sous-catégories, soit les baryons ou les agencements de 3 quarks, et les mésons qui, disons si on les décrit simplement, sont des agencements de 2 quarks qui peuvent aussi agir comme des bosons dans le cas de l'interaction forte. Parmi les baryons, on retrouve 2 sous-catégories, soit les nucléons, dans lesquels on retrouve nos fameuses particules, soit les protons et les neutrons, et on peut aussi diviser les baryons dans l'autre sous-catégorie, soit les hyperons. Concrètement, le proton est composé de 2 quarks up et de 1 quark down, tandis que le neutron est composé de 2 quarks down et d'1 quark up. Le fait que les particules soient composées de quarks différents permet aussi d'expliquer leur différence de masse et leur charge. Par exemple, le quark up est plus léger que le quark down, ce qui fait en sorte que le neutron, qui comporte 2 quarks down, est plus lourd que le proton. En ce qui concerne l'explication des charges des 2 particules, soit plus une fois la charge élémentaire pour le proton et une charge nulle pour le neutron, c'est important de comprendre que le quark up possède une charge équivalente à 2 tiers de la charge élémentaire, tandis que le quark down possède une charge équivalente à moins 1 tiers de la charge élémentaire. Donc si on fait le calcul, en additionnant 2 tiers plus 2 tiers moins 1 tiers, on se retrouve avec 1, tandis que avec le neutron, si on additionne 2 tiers moins 1 tiers moins 1 tiers, on se retrouve avec une charge de 0. Pour en revenir aux hyperons, il faut simplement savoir que ce seront des agencements de quarks différents de ceux des nucléons et qu'ils pourront comporter 5 quarks, soit up, down, strange, charm et bottom. Le quark top ne peut pas faire partie des hyperons puisqu'il est très massif et qu'il est aussi très instable, ce qui fait en sorte qu'il va se désintégrer rapidement en d'autres quarks. Sur Terre, il y a effectivement des particules qui sont plus abondantes que d'autres, ce qui fait en sorte qu'on n'entend pas souvent parler de certains leptons comme le muon ou le tauon, et même de certains quarks comme les quarks strange, charm, top et bottom, ou même de hadrons comme les hyperons. Sauf que c'est important de comprendre que ce sont des particules qui sont généralement créées à haute énergie, soit dans les accélérateurs de particules ou même dans les fournaises cosmiques que l'on appelle les étoiles. Donc, si j'ai bien compris, il existe des particules encore plus fondamentales que les protons et les neutrons, et c'est ce que l'on appelle les fermions, qui vont entre autres comprendre les leptons et les quarks. Les leptons ne sont pas sensibles à la force forte ou interaction forte, tandis que les quarks le sont, ce qui fait en sorte qu'eux-mêmes peuvent s'agglomérer pour former de nouvelles particules et composer
la matière qui nous entoure. Oui, oui, c'est exactement ça, sauf qu'il faut garder en tête que le modèle standard comprend aussi les bosons, qui sont les particules médiatrices de force ou qui vont nous permettre d'expliquer pourquoi il y a communication entre diverses particules et pourquoi il y a une force. Hey, mais parlant de force, tu as mentionné tout à l'heure l'interaction faible, puis j'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi? C'est exactement ce que j'allais faire pour ne pas vous laisser sur votre faim. Cependant, il faut comprendre que l'interaction faible, au même titre que l'interaction forte, est un phénomène excessivement complexe et je pourrais seulement en parler en surface. D'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que l'interaction faible est responsable du changement de saveur de certaines particules, ce qui peut sembler un peu étrange puisque des particules aussi petites ne peuvent pas goûter quelque chose. Cependant, ce qu'il faut comprendre par saveur, c'est simplement un changement de nature, c'est-à-dire qu'un quark up peut être changé en un quark down, ce qui équivaut à un changement de saveur. L'exemple classique qui nous permet d'illustrer l'interaction faible est la désintégration bêta, c'est-à-dire lorsqu'à l'intérieur d'un noyau d'atomes, un neutron se transforme en proton via l'intermédiaire d'un boson W-. Essentiellement, ce qui se produit, c'est que l'un des quarks down du neutron va changer de saveur, c'est-à-dire qu'il va devenir un quark up via l'intermédiaire du boson W qui en fait porte la charge négative du quark down, ce qui fait en sorte que, puisqu'il n'a plus de charge négative, aura une charge positive et elle sera équivalente à celle du quark up. Et c'est ici que l'on observe donc le changement de saveur ou plutôt le changement de nature de la particule. Évidemment, le processus implique beaucoup plus que ça. D'ailleurs, on peut voir sur le tableau qu'il y a aussi l'émission d'un électron et d'un antineutrino électronique, mais nous n'irons pas plus loin pour les besoins de la cause. J'espère que vous avez apprécié la capsule sur le modèle standard et je vous invite maintenant à poursuivre votre apprentissage en regardant les capsules de mes collègues. Merci.